Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Mali saisine du Conseil de sécurité, le sujet ne sera pas discuté. L'Union européenne au secours de la France, c'est notre grande interrogation. Mali saisine du Conseil de sécurité, le sujet ne sera pas discuté. L'Union européenne au secours de la France. Eh bien, mesdames, messieurs, les preuves s'accumulent de jour en jour. Et bien sûr, les autorités maliennes ont de nombreuses preuves que la France arme, finance, entretient, on va le dire ainsi, les terroristes, les djihadistes dans le Sahel et surtout passe la majeure partie de son temps à survoler son espace aérien. Eh bien, dans les dernières minutes, il faut le préciser, une information très capitale a été bien sûr détectée. Déjà, on vous fait savoir que l'Europe vient de décider que les preuves du Mali ne seront pas discutées sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils disent que s'il y a des preuves contre la France, c'est toute l'Afrique qui sera révoltée justement contre la France, l'Hexagone. Seules la Russie et la Chine sont très en colère contre, bien sûr, ce complot ourdi contre le Mali. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, nous pensons que le Mali doit faire sortir ses preuves à la télévision nationale s'ils ne veulent pas justement discuter de ce sujet, bien sûr, du côté du Conseil de sécurité, où on demande encore une réunion extraordinaire. D'après les informations que nous avons reçues, il y a des soldats français qui ont été justement capturés. En deux, il y a des cadavres français et autres occidentaux qui ont été ramassés justement là où se trouvaient, on va le repréciser, on va le dire comme ça, les bases militaires françaises. Il y a des matériaux de guerre français qui ont été pris. Il y a également des violations de l'espace aérien malien. Des complices des Français ont également avoué. Des drones ont été vus, des vocaux, on parle bien sûr des appels vocaux, ont été justement détectés. Les preuves de travailler avec les ennemis du Mali ont été bien identifiées et surtout traitées et accumulées. Juste pour vous faire savoir, mesdames, messieurs, que jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, eh bien, le Mali a des preuves à bouche que veux-tu. Des preuves de financement et de livraison des matériaux de guerre ont été justement identifiées avec des preuves à l'appui. Communication avec des chefs de guerre opposés au Mali qui ont été également identifiés et sont sur les disques durs bien sauvegardés. Et rappelez-vous également que nous avons déjà traité de ce sujet. Plusieurs militaires du côté de la France ont commencé justement à parler. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, saisine du Conseil de sécurité, le sujet ne sera pas discuté. Eh bien, l'Union européenne, au secours de la France, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Yambin Timba. Il est avec nous ce matin. Docteur Yambin Timba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que vous allez bien. Ça va. Il pleut dans la ville, mais j'espère qu'il ne pleut pas dans votre cœur. Oui, un peu, mais c'est de l'arrosage. D'accord. Très heureux de vous avoir. Notre grande interrogation du jour, Dr Yambin Timba. Mali, saisine du Conseil de sécurité, le sujet ne sera pas discuté. L'Union européenne est-elle le secours de la France? On le sait. Il faut le préciser également que l'Union européenne vient de décider que les preuves déposées au Conseil de sécurité des Nations Unies ne seront pas discutées. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Rien de spécial, il n'y a rien de nouveau dans cette attitude. Souvenez-vous de 1952. Ruben Oumiobe se rend à l'ONU, plaide sur un certain nombre de sujets et dépose sur la table du Conseil de tutelle de l'ONU un certain nombre de preuves, mais une fin de non-recevoir lui sera opposée. Et pourtant, le Cameroun n'était pas une colonie française. Le Cameroun était sous tutelle de l'ONU. Donc c'est à l'ONU que tout le monde était censé rendre compte. À la fois la France qui était la puissance tutrice et les populations camerounaises qui suivaient un mandat de 10 ans qui allait de 1946 à 1956. Et Oumiobe anticipe donc dès 1952 en disant il faut préparer le Cameroun à son indépendance à travers donc la réunification des deux blocs puis l'indépendance du Cameroun. Une fin de non-recevoir lui sera opposée, ce qui nous vaut aujourd'hui une guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Exact. Il ne faut pas attendre grand-chose de l'ONU. L'ONU, c'est un espace, un outil qui existe
qui a l'avantage d'exister et qu'on peut exploiter, mais il ne faut pas fonder des espoirs surdimensionnés sur l'ONU. Parce que jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, l'ONU reste sous l'influence du bloc occidental. Le Mali, nous n'allons pas revenir sur les preuves que le Mali a présentées. Oui. Pas seulement lorsque le Conseil a été saisi par le ministre Diop, mais depuis toujours. Des preuves s'accumulent qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux si on veut bien chercher un peu. Donc la question pour nous n'est pas qu'il y ait des preuves ou qu'il n'y en ait pas, quelle que soit d'ailleurs l'accusation, le chef d'accusation qu'on décide de retenir. La question pour nous, c'est que faire en ce moment où le Mali veut passer à la vitesse supérieure pour avoir définitivement sa souveraineté. Je vous ai toujours dit, le Mali est dans une stratégie d'escalade. Et cette stratégie d'escalade est telle que, à chaque fois, le Mali veille à avoir la preuve de tout ce qu'il avance. Ça lui permet à chaque fois, sur la base de ces preuves, et étant bien droit dans ses bottes, de pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Quand le Mali dit « nous pourrons recourir à la légitime défense », ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour rigoler, c'est très sérieux. Et quand le Mali choisit le terme « légitime défense », c'est parce que le Mali veut rester dans le droit chemin du droit. Veut rester dans le chemin du droit, dans le chemin de la loi. Le Mali aurait pu dire « nous allons, il y aura des représailles ». Ça, c'est un langage de gars qui se battent dans la rue. C'est un langage de gens qui manquent de raffinement, voyez, d'éducation, de courtoisie, de politesse diplomatique. Mais là, on a des gens qui disent la loi existe, elle peut être mauvaise, elle peut être incomplète, elle peut être en faveur de certains, elle peut avoir été taillée à la mesure de certains. Mais nous allons utiliser cette loi. Et nous allons l'utiliser pour ceux qui nous permettent, dans le sens d'arriver à réaliser, atteindre nos objectifs, en prenant le public tout entier, et là il s'agit du public mondial, comme témoin. Parce que qu'est-ce qu'on appelle le crime, qu'est-ce qu'on appelle le délit? Cours de première année de droit dans toutes les universités du monde, le crime, le délit se constate par la clameur publique. Et le Mali vient de provoquer la clameur publique. Le Conseil de sécurité s'est saisi du dossier, même s'il oppose une fin de non-recevoir. L'ONU a été saisie, le monde entier a vu, le monde entier dit, mais qu'est-ce qui se passe au Mali? La clameur publique est là. Ça peut donc établir soit le délit, soit le crime. En tout cas, ça établit qu'une loi a été enfreinte. Voilà comment le Mali fonctionne. Comme des gens organisés, des gens structurés, des gens rigoureux, des gens civilisés. Et la prochaine étape, ce sera donc la légitime défense qui sera appliquée. Or, la légitime défense est une disposition légale qui est normale dans le cas d'une agression, dans le cas où votre vie est mise en danger. Vous avez le droit de recourir à la légitime défense. Donc, si vous voulez déstabiliser le Mali, si vous voulez conquérir une partie du Mali, si vous voulez éclater le Mali, eh bien, vous êtes en train de mettre la vie du Mali en danger. Donc, le Mali a le droit de recourir à la légitime défense pour protéger sa vie. Nous sommes en plein espace juridique, en plein plaidoyer juridique et même judiciaire, qui permet donc au Mali d'avoir des bases que l'histoire validera demain. N'oubliez pas, il y a un autre précédent comme celui-là en Afrique, c'est encore le Cameroun. Lorsque, à la fin des années 90, le monde entier poussait le Cameroun à la surenchère verbale contre le Nigeria, et que les Camerounais ont dit, ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous sommes des types un peu plus raffinés que ça. Nous allons nous accrocher sur le droit, sur la loi. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a eu, c'est un précédent dans l'histoire, une résolution pacifique d'un conflit et qui, je crois, devrait nous inspirer tous. Là, ce que le Mali fait, c'est de rappeler l'ONU à ce qu'elle est. Malheureusement, comme l'ONU est empêtrée dans ses propres contradictions, l'ONU ne voit pas du tout ce qui est devant le bout de son nez. Et le fait que l'ONU ne puisse pas voir par-delà, ne puisse pas voir ce qui est aussi gros
tellement gros devant le bout de son nez, eh bien, le Mali recourt à la loi, tout simplement. Et observez tout ce qui s'est passé depuis que le président Assimi Goïta est au pouvoir. À chaque fois, on s'appuie sur la loi, sur des dispositions légales pour agir. Mais on prend toujours le temps d'une sommation, c'est-à-dire une sommation, c'est ça qu'on appelle un avertissement, mais sur le plan juridique. Oui. On prend toujours le temps d'une sommation, on prend toujours le temps de l'information, on prend toujours le temps de l'interpellation, on prend toujours la peine de disposer de preuves qui permettent de justifier une action qui pourrait être menée à un moment ou à un autre. Si les Nations Unies sont entre les mains de l'Occident, ça signifie que ces Nations Unies, cette organisation, n'est pas au service des peuples, n'est pas au service des nations. Certainement pas. Certainement pas. Je pense que, vous savez, regardez toutes les armées que l'ONU déploie en Afrique. Oubliez les cris d'orfraie, ne vous laissez pas embarquer par cette espèce de victimisation qui plaît très souvent à l'Occident. Oui, mais vous savez, nous avons nos fils qui meurent là-bas. Qui les a invités? Est-ce qu'on a invité vos enfants ici? Personne. Gardez vos enfants chez vous. Soyez des parents responsables. Gardez vos enfants à la maison. Quand ils sortent, ça doit être pour aller à l'école. Quand ils sortent, ça doit être parce qu'ils vont chez leurs amis. Mais n'envoyez pas vos enfants dans la rue pour aller se battre. Vous voulez que vos enfants grandissent avec vous, ou vous voulez que vous voulez pleurer plus tard en disant « Ouais, mais nos enfants sont morts. » Non. Gardez vos enfants chez vous. Il se trouve que, il y a quand même des choses qui sont assez étranges. Le problème que l'Occident ne veut pas soulever, est pourtant clair. Mais ils veulent nous enfermer dans ce type de débat. Oui. Du genre, oui, mais vous savez, nous avons des enfants qui sont morts là-bas pour protéger le Mali. Nous avons nos enfants qui sont dans la MINUSMA. Et vous savez que c'est beaucoup de ressources que l'ONU met dans la MINUSMA. Il faut être reconnaissant pour ça. Non. Portez votre MINUSMA, portez tous vos enfants, portez toutes vos armées, Barkhane, MINUSMA, Takuba, portez les Serval, etc. Portez tout ça, ramenez chez vous. En fait, ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde puisqu'il n'y aura plus d'occasion de se plaindre. Et puis, autre chose, M. Ngoz, pourquoi le Mali n'a pas accusé le Cameroun? Pourquoi le Mali n'a pas accusé le Honduras? Pourquoi le Mali n'a pas accusé le Cambodge? Pourquoi c'est précisément la France? Pourquoi le Mali n'a pas accusé l'Allemagne qui était dans Takuba? Pourquoi précisément la France? Alors, les Maliens, ils se réveillent le matin, ils deviennent des somnambules et ils ont l'impression d'avoir vu quelque chose, mais en réalité, ils hallucinent d'avoir vu les Français. Posez-vous la question de savoir pourquoi ils n'ont pas accusé les Cambodgiens, pourquoi ils n'ont pas accusé les Japonais, pourquoi ils n'ont pas accusé les Honduriens. Je pense que nous devons rester objectifs, rigoureux et faire le constat que si la France libère l'Afrique, si la France part de l'Afrique, personne ne l'accusera plus jamais de rien. Mais tant qu'elle sera en Afrique et qu'elle continuera à croire et à se persuader elle-même que l'Afrique est son avenir, alors que les Africains considèrent que c'est l'Afrique que eux, ils sont l'avenir de l'Afrique, ils ne sont pas l'avenir de la France. Du Sénat français. Absolument. Oui, bien sûr. Alors que les Africains ne comprennent pas. Finalement, la France sera l'avenir de qui? Si la France, l'avenir, c'est-à-dire qu'en fait, si votre avenir c'est l'Afrique, vous êtes l'avenir de qui? Donc, il faut que les Français arrêtent ce jeu qui va en réalité, peut-être que les élites, les dirigeants actuels de la France, ça leur permet de se maintenir au pouvoir, de faire preuve de populisme et de frôler de plus en plus le fascisme et d'estimer que de cette façon-là, ils vont conserver leur pouvoir, mais tous ceux qui fricotent avec le fascisme seront relégués aux abords dans les égouts de l'histoire, et ils le savent. Donc, je crois que la bonne chose à faire, c'est de ne pas créer davantage de problèmes que la France n'en a, de ne pas exclure la France de la croissance africaine, parce que la croissance africaine ne va pas tolérer tout ce qui hier en ont été les freins. Tout ce qui hier en ont été les barrières. Donc, si l'Europe elle-même
elle est assez lucide sur la question. Elle doit rappeler rapidement la France à l'ordre et lui dire clairement qu'il n'y a aucune raison que les autres Européens subissent l'exclusion de la croissance africaine annoncée et inéluctable, qui est là, qui est inéluctable, et subir cela. Parce que sans l'Afrique, ça nous le savons mieux que les Européens, l'Europe sera rejetée au Moyen-Âge. Or, est-ce que les Hongrois, les Italiens, les Danois, les Écossais, les Finlandais, est-ce qu'ils sont obligés de partager ce retour au Moyen-Âge avec un pays qui ne lit pas suffisamment bien l'Afrique pour comprendre que le moment est venu? Pas d'annoncer la fin de l'abondance, mais d'annoncer tout simplement que les sources de l'abondance ne lui seront plus accessibles. Aussi simple que Vous ça. répétez là les propos d'Emmanuel Macron lors de la rentrée ministérielle. Ben, je l'aide un peu parce qu'apparemment il a besoin d'aide. Il a parlé justement de la fin de l'abondance. Il a besoin d'aide. Ce n'est pas une question de fin de l'abondance, c'est que les sources de l'abondance ne lui seront plus accessibles. Jusqu'à preuve de contraire. Aux dernières informations, l'Union européenne, l'Occident en général, ne veulent pas justement que cette plainte prospère du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Disent-ils là-bas que, jusqu'à preuve de contraire, il pourra avoir une kyrielle de plaintes venant des autres pays africains contre la France. Mais il y en aura beaucoup plus que vous imaginez. Il n'y a pas un seul pays où on parle le franc CFA, on parle le français, on utilise le franc CFA, qui n'a pas une plainte, qui n'aurait pas une plainte contre la France. Il n'y en a pas un seul. Si vous prenez des pays comme le Sénégal, simplement, vous allez vous demander comment est-ce que vous avez suivi le ministre sénégalais qui a démissionné. Oui. Alors, comment la France accède au pétrole sénégalais? Vous allez vous demander ce qui s'est passé à Tiaroy, qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar, qu'est-ce qui se passe au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon, au Congo, etc., et au Tchad, à RCA, il y en a tellement. En fait, je n'ose même pas parler de la Côte d'Ivoire. Dans tous les, et pire du Burkina, Sankara, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, et puis de tous ces autres pays-là. Je crois que il faut que les dirigeants africains et les leaders politiques africains nous lisent. Il faut qu'ils lisent les intellectuels africains. Qu'ils cessent d'avoir pour livre de chevet les livres des Européens. Qu'ils commencent à lire les Africains. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont écrit dans les années 60, 70, 80, 90. On ne les a pas lus. Ils n'ont pas assez lu quelqu'un comme Mongo Betty. Quand il écrit Remember Ruben ou Memba sur le Cameroun, ils ne l'ont pas suffisamment lu. Ils n'ont pas lu Tchoundjiang Pouemi, Monnaie, Servitude et Liberté. J'ai parfois du mal à croire qu'il ait vraiment lu Nicolas Gbou. Et je doute qu'ils aient lu Théophile Obenga. Certainement pas. Et je n'ose pas parler de Cheikh Anta Diop. Qu'ils lisent ces gens-là. Qu'ils lisent les nouvelles générations d'écrivains africains pour comprendre où nous allons. Parce que le vent a tourné. Je ne dis pas que le vent va tourner. Le vent a tourné. Mais il faut comprendre que ça a commencé à tourner progressivement depuis ces gens-là. Les Garvey, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, on atteint un moment où le vent a définitivement tourné. Les Français veulent surfer dessus en parlant de Barkhane. Barkhane, c'est une dune dont la crête se meut, tourne au gré du vent. Le problème, c'est que ce qu'ils ont oublié, mais la dune, elle est posée sur un territoire qui ne vous appartient pas. Barkhane, ce n'est pas un mot français, ça veut dire que ça n'existe pas en France. Donc, c'est quelque chose qui a été observé ailleurs, chez des gens où il faudra aller s'installer. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Nous proposons de nouvelles façons de faire en Afrique et de voir. Et je crois que l'ONU, malheureusement, risque de n'avoir pas beaucoup d'importance aux yeux des Africains, à moins qu'on ne réorganise l'ONU, qu'on ne repense quelque chose de nouveau, qui donne aux Africains l'assurance que leur place dans le monde est vraiment bien prise en considération. J'entends les Japonais, à l'occasion de TICAD en Tunisie, dire oui, mais il faut une place au Conseil de sécurité des Africains. Mais même les Japonais n'écoutent personne. Les Africains n'en veulent pas. Ce n'est pas du tout une place au Conseil de sécurité qui nous intéresse. Si le Nigeria est au Conseil de sécurité, est-ce que ça apporte... Parce que, enfin, légitimement, c'est le pays qui devrait y être. Mais si jamais on était dans ce faux débat dans lequel les gens veulent nous embrigader, ce n'est pas ça le problème de l'Afrique. À la limite, on peut réorganiser le Conseil de sécurité des Nations Unies de telle sorte que chaque continent ait
une place. Donc, il n'y aura pas les États-Unis membres du Conseil de sécurité. Non, vous arrêtez ça. C'est l'Amérique aura une place au Conseil de sécurité. L'Asie, il n'y aura pas la Chine, le Japon, la Chine, la France. Non, pas du tout. C'est l'Asie. Vous prenez la dissolution de ce Conseil de sécurité? Pas seulement. L'ONU doit être dissoute sous sa forme actuelle et complètement repensée. Et je vous dis par exemple, le Conseil de sécurité, si on veut qu'il en existe un, ce doit être des membres permanents qui représentent des continents, mais pas des membres permanents qui représentent des pays et de petits pays. Parce que quand vous avez un membre permanent comme la France, qui a 66 millions d'habitants, qui est 10e puissance économique du monde, les gens qui sont plus peuplés, il y a des pays qui sont presque 20 fois, pas presque, plus de 20 fois plus peuplés que la France, comme l'Inde, qui a la bombe atomique comme la France, qui est économiquement plus avancé, qui est sur le plan au niveau du PIB, dont le PIB est plus important que celui de la France. Qu'est-ce qui justifie que ce pays ne soit pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mais plutôt que la France le soit? Qu'est-ce qui le justifie? Il n'y a rien qui justifie ça. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui encore, on ait le bloc occidental ait 3 places de membres du Conseil de sécurité? Pourquoi? En fait, au lieu d'aller dans le débat contre des pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est pas ça. Nous allons dans un débat universel, dans un débat mondial, dans un débat humaniste, qui va dire, nous sommes tous responsables de la sécurité du monde, et en tant que tel, s'il y a un Conseil de sécurité qui doit exister, ça ne peut pas être un Conseil de sécurité des pays. C'est un Conseil de sécurité des continents qui doit exister. Et donc, quand vous venez, vous devez avoir un membre, on peut avoir 5 membres permanents du Conseil de sécurité en tenant compte du fait que l'Océanie n'est pas un continent en soi, puisqu'elle est peuplée et dirigée essentiellement par l'ethnie européenne. Donc, vous avez l'Amérique, vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Afrique. C'est tout. L'Afrique, c'est quand même 30,2 millions de kilomètres carrés, bon nombre d'Africains aujourd'hui. Il faut une bonne organisation sur le continent africain qui pourrait s'occuper justement des différends qui se déroulent sur le continent africain. Comme par exemple ce qui se passe actuellement du côté de la Centrafrique, du Mali, aurait pu être discuté justement s'il y avait un Conseil de sécurité sur le continent africain. Alors, l'autre problème d'un Conseil de sécurité sur le plan africain, ce serait de déplacer l'ONU actuelle pour la ramener à l'Afrique. Ça ne marcherait pas. Comment vous choisiriez ces membres-là? Comment? Ce serait en fait le même principe de certains qui disent nous sommes les plus forts, nous sommes les plus riches, c'est nous qui dirigeons. Non, les Africains ne fonctionnent pas comme ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la réorganisation de ce Conseil de sécurité des Nations Unies oblige les continents, les pays de chaque continent à s'entendre. Parce que vous devez envoyer un représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, vous devez organiser des élections sur votre continent pour désigner ce membre-là. Si vous ne vous entendez pas, vous n'aurez pas de membre. Parce que l'ONU peut décider, par exemple, que votre membre doit être désigné au minimum à 2 tiers. C'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 2 tiers des voix. Et exiger que au moins 90% des membres des pays de votre continent doivent participer à l'élection. Vous faites comment si ne vous entendez pas? Donc, ceux qui pillent les autres, ceux qui détruisent les autres, ceux qui menacent les autres vont être obligés de se calmer, sinon ils ne seront pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ne seront jamais élus par les autres, par le reste des pays de ce continent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas ramener l'ONU, un Conseil de sécurité tel qu'il existe à l'ONU aujourd'hui en Afrique. Par contre, ce dont l'Afrique a besoin, nous pouvons effectivement, à défaut d'avoir un État continental, tout de suite, en ayant des États, parce que si nous disons que nous allons faire un Conseil de sécurité en Afrique, il y en a un d'ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité qui existe, mais allez leur demander ce qu'ils font. D'ailleurs, où va le budget qui leur est alloué? J'allais justement vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les institutions africaines, jusqu'à preuve de contraire, ne prennent pas à bras le corps les problèmes des États africains, comme par exemple... Parce que ce ne sont pas des institutions africaines. Lorsque vous avez l'Union africaine financée essentiellement par l'Union européenne, ce n'est pas une institution africaine, c'est une institution européenne. Or, ça fait plus de 10 ans, M. Ngosson a travaillé dessus ensemble. Oui. Nous en avons discuté sur un plateau de télévision. L'ONU, l'Union africaine peut être financée par les Africains. Oui. Et on trouve ça dans un livre auquel j'ai contribué, L'Afrique s'est-elle résignée à la colonialité? C'est un livre de Boniface Georges Linde
qui a été publié l'année dernière, mais que nous avons rédigé en 2017. Là-dedans, nous proposons comment on peut financer l'ONU. Si vous prenez 800 millions, à l'époque 2017, 800 millions d'abonnés au téléphone mobile, vous prenez l'équivalent de 5 francs CFA par forfait, chaque fois que vous faites une recharge, etc., par transaction, ça vous permet de collecter, à l'époque, on parlait de 2 milliards 160 millions de dollars. Or, le budget de l'Union africaine aujourd'hui, ce n'est que 400 millions de dollars. Donc, on pouvait prendre ça, financer des douanes africaines, financer une armée, une vraie armée africaine avec même 1 milliard de dollars, financer les universités, donc réseau de recherche scientifique et technique en Afrique, financer le maillage de l'Afrique avec des autoroutes, avec la fibre optique. Oui. Donc, ça, c'est une vraie Union africaine qui est une institution africaine financée par les Africains eux-mêmes et qui prendra donc des décisions pour les Africains, inspirées par les Africains au profit des Africains. À ce moment-là, vous avez donc une institution qui peut réfléchir sérieusement sur comment on fait. Et un conseil de paix et de sécurité où vous réunissez 55 types, ça s'appelle comment? Un marché. Ces gens ne parlent pas, c'est un marché. Vous devez organiser l'Afrique en 5 régions. Vous avez 5 États. Vous avez l'État de l'Afrique centrale, vous avez l'État de l'Afrique occidentale, vous avez l'État de l'Afrique du Nord, vous avez l'État de l'Afrique de l'Est et l'État de l'Afrique australe. On peut avoir, c'est plus fonctionnel. À ce moment-là, vous avez donc un vrai conseil de sécurité où vous avez 5 membres. Les 5 États qui se réunissent et qui disent qu'il faut protéger notre continent. Vous n'avez pas les problèmes de tel a le veto, le droit de veto, tel a ceci. Comment vous justifiez le veto d'un petit pays de 66 millions d'habitants ou même la Grande-Bretagne, je crois que c'est à peu près la même chose, 70 millions d'habitants, devant des mastodontes comme l'Indonésie, le Mexique, le Japon, ils ont leurs relations, on ne va pas rentrer dedans, qui gère ça entre eux. La Turquie, l'Iran. Comment vous justifiez ça? Le Brésil, comment vous justifiez que ces gens-là ne soient pas membres du Conseil permanent de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU? Alors que, sur le plan économique, ce sont eux qui animent l'économie mondiale. Comment vous justifiez ça? Ça n'a pas de sens. Et c'est ça les problèmes de fond auxquels nous faisons face. Et donc, l'Afrique n'a pas à répliquer ce mauvais modèle. L'Afrique a à avoir un autre modèle que nous esquissons depuis un certain nombre d'années et qui est beaucoup plus foncé parce qu'il répond à notre manière africaine de voir les choses. Jusqu'à preuve de contraire, nous posons la question maintenant, pour terminer, pour sortir de cet entretien. Le Mali va-t-il s'arrêter en si bon chemin? Il ne devrait pas. Le Mali ne devrait pas, mais surtout, il faudrait que c'est tous les Africains qui soutiennent le Mali. Mais il faudrait qu'on fasse une petite mise au point. Le Mali n'en veut pas à la France. Le Mali n'est pas contre la France. Le Mali s'en fout. Le Mali est pour les Maliens et pour le Mali. Le Mali est pour le Mali. Il est pour les Maliens. Pas contre la France. Le Mali s'en fout de savoir si la France va bien ou pas. Mais le Mali, du fait de l'humanisme africain, veillera s'il est en pleine possession de sa souveraineté. Oui. Dans le cadre du Mali, si l'Afrique reste structurée comme elle est aujourd'hui, ou dans le cadre d'un État, soit fédéral de l'Afrique occidentale, ou soit fédéral ou confédéral de l'Afrique entière, les Maliens seront toujours soucieux de ce que les Français vivent bien. Mais on ne peut pas se soucier de votre bonne vie si vous nous faites vivre mal. Donc la première chose à faire pour qu'on se soucie de votre bonne vie, c'est que vous rentriez d'abord chez vous. Cela dit, il faut que tous les Africains soutiennent le Mali dans cette démarche, soutiennent la Centrafrique dans cette démarche, soutiennent les revendications de Madagascar, soutiennent les revendications des Comores, soutiennent le fait que l'île de Sainte-Hélène, en face de la Namibie, ne peut pas appartenir à un pays européen. Soutiennent le fait que Diego Garcia, il n'y a aucune raison que ça appartienne à des pays aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Et donc, il est important aujourd'hui que tous ces pays-là reviennent, que ces pays soutiennent donc tout cela, et que la Réunion ne comprend pas du tout pourquoi la Réunion s'appelle d'ailleurs la Réunion, et que ça se retrouve être un département français. Les Européens n'ont qu'à rester en Europe, les Africains en Afrique. C'est bon pour tout le monde. Après, on peut organiser des schémas d'immigration des uns et des autres qui permettent de partager, qui permettent de la solidarité, qui permettent des échanges scientifiques et culturels, l'enrichissement mutuel. Mais il n'est pas question que les uns soient chez nous, ayant des pieds sur nos coups,
et sur nos têtes et qu'on puisse dire que le Mali doit s'arrêter. Le Mali doit aller progressivement. Il y a cette stratégie d'escalade qui fonctionne très bien. Que le Mali continue et avance. Mais tous les Africains doivent savoir que le combat malien est le combat de toute l'Afrique. Pas contre quelqu'un, je le répète, parce que beaucoup de gens ont le sentiment de dire, j'entends des gens dire, oui, mais nous, le Mali est contre. Le Mali n'est contre personne. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères ne cesse de dire, le Mali a la main tendue, le Mali a les portes ouvertes à tout le monde. À tout le monde. Mais le Mali ne tolérerait pas que sa souveraineté soit violée. Et je crois que c'est le discours de tous les Africains. Et je crois que c'est un discours de paix. Nous, tous les Africains ont la main tendue à tout le monde. Les portes de l'Afrique sont ouvertes à tout le monde. Mais pour autant que tout le monde là reconnaisse, respecte et craigne la souveraineté de l'Afrique. Et on vous a très bien compris, Dr Yamou Ntima, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricanist TV. L'information est en continu sur notre chaîne.